monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Le sommet du G5 Sahel s'est terminé lundi au Mali. Les dirigeants du pays hôte ainsi que du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie étaient réunis à Bamako. Un sommet qui s'est aussi tenu en présence du président en exercice de l'Union africaine, le président guinéen Alpha Condé. Décision majeure prise à l'issue de la rencontre et annoncée par le président du Niger, Mahamadou Issoufou, la mise en place effective d'une force du G5 pour combattre les groupes djihadistes, des terroristes qui utilisent notamment le Mali comme base de repli. Pour appuyer la création de cette force, le G5 Sahel demandera une résolution des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Aucun détail n'a en revanche été donné sur les effectifs de cette nouvelle force, ni sur son commandement ou sur son mode de fonctionnement. Pour le président tchadien, la stabilisation de la zone Sahel passe avant tout par celle de la Libye. Au-delà de la sécurité, objectif numéro 1 de ce sommet, le président malien a quant à lui rappelé d'autres priorités, les finances et la paix. Sans vous trahir, je dois dire que déjà hier soir nous avons beaucoup avancé. Le second, c'est l'état des lieux de la mise en œuvre des promesses de contribution faites par nos partenaires, notamment au plan des instruments financiers et techniques, et de l'adéquation de la réponse onusienne aux réalités du terrain. Enfin, le troisième objectif, identifier les pistes concrètes d'action pour les semaines à venir, les semaines et les mois à venir, en vue de promouvoir la paix et le développement durable. À ce niveau, permettez de saluer les efforts de la force Barkhane et des armées nationales qui planifient et mènent régulièrement des actions aux résultats fort appréciables dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Comme nous le savons tous, aussi longtemps que le chaos libyen durera, la sécurité dans le Sahel et le Sahara sera toujours mise à rude épreuve. Ma qualité de président en exercice du G5 Sahel, je nous invite à nous investir comme nous le faisons déjà si bien pour aider les frères libyens dans le processus de réconciliation et de recherche de la paix. La demande du président nigérian de prolonger son congé médical au Royaume-Uni inquiète dans son pays. Les Nigérians s'interrogent sur l'état de santé de Muhammadu Buhari et les rumeurs enflent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État était censé reprendre le travail lundi à Abuja après 2 semaines de congé. La veille, son cabinet a cependant annoncé que les médecins londoniens de M. Buhari souhaitaient prolonger sa présence en attente de résultats d'analyse. Sans aucun détail sur la nature de ces examens, ni sur la date du retour au Nigeria du président, les rumeurs sur une grave maladie de Muhammadu Buhari se multiplient. Certaines annoncent même son décès. La santé du président est un sujet sensible au Nigeria. En 2010, après des mois d'hospitalisation à l'étranger, le président Umaru Yar'Adua était décédé des suites de problèmes rénaux. Il avait longtemps caché son état à la population. Lundi à Abuja, beaucoup réclamaient plus de transparence sur l'état de santé de M. Buhari. On s'inquiète parce que c'est le numéro 1 du pays. Quelqu'un malade comme ça, nous devons prier pour lui pour qu'il puisse se remettre rapidement. Comme ça, il reviendra et continuera son travail. Je pense que c'est une information classifiée que la présidence ne souhaite pas divulguer à la population. Mais on sait tous que le président est malade, mais on ne sait pas de quoi exactement. On entend des rumeurs à droite, à gauche, et des gens disent qu'il est mort. Est-il encore en vie? Suit-il un traitement? On ne sait pas trop ce qui se passe. On sait par contre ce que le Nigeria traverse en ce moment. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis 2 ans, beaucoup de choses ne vont pas bien. Les armes ont tonné durant des heures lundi dans la ville d'Adiaké, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Les membres en colère des forces spéciales de l'armée nationale, ce puissant rempart de la sécurité, réclament leur part des primes des 12 millions de francs CFA distribués à leurs frères d'armes après le soulèvement de janvier. Ces soldats, sous le commandement du général Lassina Doumbia, dénoncent également le fait qu'ils ne reçoivent que 1000 francs CFA sur les 8000 de la prime journalière et individuelle de sécurisation des frontières. Quant à la rétribution mensuelle estimée à 250 000 francs CFA, ils n'en auraient perçu que 50 000. La colère des soldats a provoqué des tirs nourris dès le matin à Adiaké. Une mutinerie de plus, semble-t-il, en Côte d'Ivoire.
Le cacao de Côte d'Ivoire enregistre une mévente depuis quelques mois. Des milliers de tonnes de fèves de cet important produit d'exportation sont bloquées dans des camions, plus de 700 et dans les ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Une situation fort préjudiciable aux cacaoculteurs livrés à eux-mêmes. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à crier leur ras-le-bol, en barrant lors de la longue grève des fonctionnaires ivoiriens certaines voies de l'intérieur du pays, dont celle d'Akoupé, dans l'est de la Côte d'Ivoire, où ils se sont spontanément joints au mouvement des élèves qui réclamaient en janvier dernier la reprise des cours par leurs enseignants en arrêt de travail depuis des semaines. Les producteurs réunis au sein de la CNPCI, la Coordination nationale des producteurs de cacao, sont allés plus loin en exigeant des comptes au Conseil Café Cacao, structure en charge de la filière depuis 2012. Des tonnes de chargement de cacao sont bloquées actuellement et sans aucune forme d'explication. Les paysans, dans leur majorité, n'ont pas pu fêter le nouvel an. Les 40 milliards déclarés comme fonds de réserve devant garantir le prix d'achat de café et du café de cacao aux producteurs sont largement en deçà des prévisions estimées à 120 milliards. Cette situation difficile, vécue par le monde paysan à l'heure actuelle, nous oblige à prendre nos responsabilités. Face à tous ces dysfonctionnements, la Coordination nationale des planteurs de Côte d'Ivoire exige 1. La démission sans délai du directeur général du Conseil Café Cacao, Massangué Touré Listé. 2. La tenue des états généraux de la filière suivie d'un audit par un cabinet international. 3. La dissolution pure et simple du conseil d'administration du Conseil Café Cacao qui a failli à sa mission. Toutefois, l'OMCC, l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao, après avoir constaté le déficit de fluidité dans la commercialisation de cette spéculation, a préféré sensibiliser les producteurs sur la nécessité de garder patience. Pour elle, cette situation est passagère. Il faut donc éviter de brader le cacao aux acheteurs véreux qui le payent le kilogramme plus bas entre 450 francs CFA et 800 francs CFA que le prix stabilisé de 1100 francs fixé par l'État. Le Conseil Café Cacao, dans une récente note, a rappelé aux producteurs et à l'ensemble des opérateurs de la filière que le prix minimum garanti du kilogramme de cacao Borchamp est de 1100 francs pour la campagne principale 2016-2017 allant du 1er octobre 2016 au 30 mars 2017 et que tout contrevenant à ces dispositions est passible de poursuites judiciaires. Le contrôle est assuré par ces agents selon ce conseil qui demande aux producteurs d'exiger un reçu d'achat pour toute vente de cacao tout en les rassurant que des solutions sont urgemment recherchées au problème de la commercialisation. La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao avec plus d'1,6 million de tonnes par an. Cette crise passagère, selon le gouvernement ivoirien, devra être réglée avant fin mars prochain afin de stabiliser les ventes de la principale économie du pays. J-1 avant l'élection présidentielle en Somalie. Pour garantir la sécurité dans la capitale Mogadiscio, les autorités ont mis en place un état de siège ce mardi. Routes bloquées, écoles et commerces fermés, patrouilles de soldats lourdement armés, le dispositif vise à éviter d'éventuelles attaques des islamistes Chebab. Le 25 janvier dernier, 28 personnes avaient été tuées près du Parlement dans un double attentat contre un hôtel fréquenté par des hommes politiques. C'est aussi pour cette raison que le scrutin de mercredi se déroulera dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio, zone la plus sûre de la capitale. 275 députés et 54 sénateurs nouvellement élus choisiront le président parmi 22 candidats, tous des hommes. Le 23e s'est désisté ce mardi. Ce scrutin indirect à plusieurs tours marquera la sortie d'un long processus entaché d'accusations de corruption et de trucage. La présidentielle avait été retardée à plusieurs reprises depuis août 2016. Quelques candidats se détachent du lot. Dans le clan des Darod, l'actuel Premier ministre et son prédécesseur. Dans le clan des Hawiyé, l'ancien chef d'État, Sharif Cheikh Ahmed, et son successeur, l'actuel président Hassan Cheikh Mohamoud. Aujourd'hui, la sécurité est renforcée. Toutes les rues et la plupart des commerces sont bloqués. On sait tous que les élections ont lieu demain. J'espère que cette élection va amener du changement avec un nouveau président. C'est une bonne idée de renforcer la sécurité à cause de l'élection présidentielle. Le pays est dans un moment critique. Donc nous sommes contents de ces mesures de sécurité et j'espère que les gens seront patients.
Le nouveau président devra donner la priorité à l'armée nationale, aux forces de sécurité. Sa première, deuxième et troisième priorité devrait être de renforcer, d'améliorer les forces du pays parce que les forces armées étrangères ne peuvent rien faire. Je suggère de diminuer le budget des parlementaires et d'augmenter le budget des forces armées. Nous sommes des citoyens et nous devons travailler par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de salaire pour eux. De mon point de vue, je pense que nous avons besoin de changement parce que le pays est dans une mauvaise situation depuis 4 ans, que ce soit sur le plan sécuritaire ou économique. Nous ne voulons plus de l'actuel président. L'industrie minière sud-africaine est victime d'une chute des prix depuis plusieurs années. Mais depuis la fin 2016, les cours du fer, du cuivre et de l'étain remontent. De quoi redonner le moral aux investisseurs et entrepreneurs rassemblés cette semaine au salon annuel des mines du Cap en Afrique du Sud. Je pense que les perspectives globales pour l'Afrique s'améliorent, à l'instar des perspectives pour l'industrie minière. Il ne s'agit pas d'une amélioration dans les mêmes proportions que durant la dernière décennie, mais juste par rapport à ce qu'on connaît depuis 2-3 ans. D'après la Banque mondiale, le pire est passé. La reprise de la demande venue de Chine et la baisse de la production globale ont permis une remontée des prix. Et la banque table même sur des bonds de 11% des cours des métaux cette année. Cette idée de l'Afrique qui monte est vraiment venue du dernier boom des matières premières en Afrique. Donc s'il y a un nouveau boom, ça pourrait potentiellement transformer les économies africaines. Mais certains experts restent prudents, encore échaudés par les ravages causés par la chute des cours. La plupart d'entre nous pensent que nous avons quasiment atteint un niveau viable. Mais bon, nous sommes nerveux. L'industrie a injecté 3500 milliards de dollars durant les 12 dernières années et l'essentiel de cet argent ne générera jamais de profit. Et ils se sont fait taper sur les doigts, il n'y avait plus de financement, beaucoup d'entreprises ont fait faillite, beaucoup ont dû fusionner ou licencier, donc les gens sont sur leur garde. Les difficultés du secteur des mines sont en partie responsables du ralentissement de la croissance sud-africaine, bloquée à 0,2%. Mais aujourd'hui, la reprise des prix permet de croire en des jours meilleurs pour l'économie du pays et du continent. Il y a 3 ans, Claude ne parlait pas anglais. Ce réfugié de 12 ans, né en République démocratique du Congo, ne parlait que le français et le lingala quand il est arrivé en Afrique du Sud avec sa famille. Aujourd'hui, il est trilingue grâce à des cours gratuits qu'il prend tous les après-midi avec d'autres enfants migrants. Ici, j'apprends tout, l'anglais, j'apprends maths, toutes choses qu'il faut pour que quand je vais aller dans une autre école, pour que je puisse un peu m'en sortir. Ces enfants viennent de pays africains comme la République démocratique du Congo, le Burundi, le Zimbabwe ou encore l'Érythrée. Faute de papiers ou de moyens financiers, ils sont exclus du système scolaire. Une école privée religieuse leur ouvre ses portes grâce au programme 3 to 6 ou de 3 à 6 en référence aux horaires des cours. Notre école est devenue multiraciale en 1976, pendant l'apartheid. Nous considérons que la situation des enfants réfugiés en Afrique du Sud est une nouvelle injustice sociale. Plus de 2 millions de migrants vivraient en Afrique du Sud. Une situation qui crée régulièrement des tensions xénophobes dans un pays où le chômage et les inégalités sont élevés. La plupart de ces enfants ont déjà dû faire face à des insultes, voire des agressions. Leurs professeurs connaissent bien le problème, étant eux-mêmes des réfugiés exclus du système classique. C'est un programme où nous pouvons donner le meilleur de nous en tant qu'étant réfugiés, parce que ce sont nos enfants. Je me sens vraiment fier de mettre quelque chose dans ces enfants qui sont réfugiés comme moi, pour leur futur. Tous les ans, un quart des élèves intègrent les écoles publiques. Un modèle qui a déjà inspiré une ancienne bénévole européenne. Elle a créé un programme similaire pour les enfants syriens en Allemagne. Reprise des négociations ce mardi à Lilongwe entre le Malawi et la Tanzanie. Le sujet, un vieux contentieux autour du lac Malawi. L'étendue d'eau située à la frontière entre les deux États est une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz. Le président malawite Peter Mutharika et le ministre tanzanien des Affaires étrangères, Augustine Mahiga, ont accepté de reprendre les discussions. Après une précédente tentative infructueuse en 2012, les deux pays ont accepté de réactiver une médiation. À l'origine d'un différend vieux de plus de 50 ans, le tracé de la frontière entre Malawi et Tanzanie et donc le partage des richesses potentielles du lac qui les sépare.
Depuis la colonisation des Anglais au Malawi et des Allemands en Tanzanie fin 19e siècle, des cartes montrent une frontière différente dans le lac. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Togo a notifié lundi la fermeture, le soir même, de la télévision La Chaîne du Futur ainsi que de la radio City FM. Pitang Chala, le président de la HAAC, soutient que LCF et City FM n'ont pas suivi la procédure normale d'attribution des fréquences et n'ont donc pas d'existence légale. Les deux médias travaillent pourtant depuis une dizaine d'années et reçoivent l'aide de l'État à la presse. La décision de la HAAC est dénoncée par le directeur des deux médias. Documents et échanges de correspondance à l'appui, Luc Abaki affirme la reconnaissance légale de ces entreprises de presse. Pour lui, la fermeture de ces médias n'est rien d'autre que de l'acharnement. S'il y a une institution avec laquelle nous avons véritablement travaillé en synergie depuis que cette chaîne-là existe, c'est bien la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'est encore elle qui nous donne l'aide de l'État à la presse. Du moins, c'est elle qui garantit l'octroi de l'aide de l'État à la presse. Et nous en avons toujours bénéficié. Donc, je ne comprends pas comment, après 9 ans d'exercice, on soulève un débat pareil. Et même si on n'en avait même pas fait, est-ce que la RAC peut-elle se prévaloir de ses propres turpitudes après avoir composé autant avec notre chaîne de radio et de télévision? C'est quand même curieux comme débat. C'est ce qui prouve à suffisance qu'il y a une forme d'acharnement et qu'il y a des individus au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui veulent utiliser cette institution pour régler des comptes personnels. Parce que s'il n'y a pas eu de plénière qui a statué sur le cas de LCF et de City FM, comment, par quelle magie, le président de cette institution a pu dire qu'il y a eu délibéré et nous envoyer une décision qu'il a signée tout seul? Ça veut dire que cette décision ne regarde que la personne du président qui l'a signée. Et c'est dommage, parce que lui-même, il venait justement de violer le règlement intérieur et les textes qui régissent le fonctionnement de cette institution que nous respectons, qui nous régule tout le temps. Mais c'est quand même incroyable. Et je ne sais pas ce qu'ils sont en train de nous reprocher alors. J'ai toutes les raisons d'avoir peur pour la liberté de la presse au Togo. Parce que pour un prétexte aussi fallacieux, aussi incompréhensible et tout à fait abscon, on peut retirer les fréquences à une chaîne de télévision qui a la trempe de LCF et une radio comme City FM. Cela veut dire que sur un coup de tête, on peut décider de museler systématiquement la presse au Togo. La preuve, Amnesty International parle d'un coup contre la liberté de presse au Togo. Et je crois que c'est bien vu. Au nord du continent, le Maroc remet en question son accord agricole signé avec l'Union européenne. Rabat a vivement mis en garde l'UE lundi. Si elle n'honore pas complètement le contrat de libre-échange signé en 2012 entre les deux parties, le Maroc menace de se tourner vers d'autres partenaires commerciaux. À l'origine du conflit, le Sahara occidental. Le Front Polisario, qui en demande l'indépendance, considérait que l'accord agricole entre Rabat et Bruxelles englobait ce territoire. Conséquence, en décembre 2015, le tribunal européen avait mis fin en première instance à l'accord sur les produits agricoles et de la pêche. Un an plus tard cependant, la Chambre d'appel de la Cour de justice de l'Union européenne invalide ce premier jugement, donnant raison au royaume chérifien. C'est parce que le Maroc prétend que l'accord n'est pas appliqué et qu'il dénonce des actes visant à empêcher l'entrée de ces produits agricoles sur les marchés européens que le pays a décidé de passer aux menaces. Cela faisait 4 ans, le 6 janvier, que l'opposant tunisien Chokri Belaïd a été assassiné. Une cérémonie contre l'oubli s'est tenue lundi à Tunis, avec notamment l'inauguration d'une place à son nom dans le centre-ville de la capitale. En 2013, Chokri Belaïd est assassiné par balle devant son domicile. Ce critique virulent du parti islamiste Ennahda, alors au pouvoir, avait 48 ans. Son meurtre revendiqué par les djihadistes ralliés au groupe État islamique avait entraîné une profonde crise politique dans le pays. 4 ans après, la famille de l'ancien opposant de gauche exige toujours la vérité sur son exécution. Elle a profité de la cérémonie de commémoration pour réitérer ses critiques sur la lenteur de la justice tunisienne. Elle évoque notamment une volonté politique et des pressions pour ne pas dévoiler la vérité sur les commanditaires du crime. Outre les proches, le président Béji Caïd Essebsi ainsi que le Premier ministre Youssef Chahed étaient présents à cet hommage rendu lundi. Ce que Chokri Belaïd a dit, et j'en suis fier, c'est que nous devons nous lever pour la Tunisie. C'est le sujet, et peu de gens peuvent dire cela.
Chokri Belaïd est devenu un leader nationaliste tunisien parmi les autres. Celui qui veut avoir un rôle pour la Tunisie, doit être sous le toit de la patrie. Aujourd'hui, c'est un moment important. Chokri Belaïd est mort pour défendre la liberté, la démocratie, l'état de droit en Tunisie, une victime du terrorisme en Tunisie. Aujourd'hui, la symbolique de cet assassinat est importante. Ça a été un tournant dans le processus de transition. C'est un leader politique, donc c'est une sorte de reconnaissance que je trouve nécessaire pour Chokri Belaïd et pour les Tunisiens, parce que là, on est en train de graver notre histoire temporaire. Et c'est ça, la présence des autorités aussi, ça fait partie de cette reconnaissance que les Tunisiens ont besoin aussi. On est à 4 ans exactement de la date de l'assassinat du martyr du grand militant tunisien Chokri Belaïd. On est là où on était. Concernant le dossier judiciaire, on n'avance pas du tout. 4 ans, c'est un peu trop. On est juste au stade des instructions et 4 ans, c'est vraiment trop pour ça. Mais on est là, on persiste, on continue le combat. C'est un combat. Nous savons que l'assassinat de Chokri Belaïd, c'est un crime d'État, là où il y a des institutions qui sont impliquées. Donc on essaye de pousser vers connaître la vérité. C'est pas facile. Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, était en marche lundi pour réclamer justice pour Théo. Plusieurs centaines de personnes ont défilé pacifiquement au pied de l'immeuble où vit le jeune homme de 22 ans dans la cité des 3000. Leur objectif, alerter sur le sort de Théo, qui rapporte avoir été agressé sexuellement par 4 policiers à l'aide d'une matraque après son interpellation à la suite d'un contrôle d'identité. Gravement blessé au niveau de la zone rectale, le jeune homme qui a dû être opéré était toujours hospitalisé lundi. La veille au soir, un policier a été mis en examen pour viol et 3 de ses collègues pour violence volontaire en réunion. Les 4 fonctionnaires ont été suspendus de leurs fonctions, mais les charges retenues contre eux ne satisfont pas la population, choquée par l'attaque subie sans raison par ce jeune homme. Il y a 2 poids, il y a 2 mesures, c'est pas normal. Ça se serait passé de l'autre côté, on aurait été condamné comme il se doit. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, comme c'est des fonctionnaires de police, pour moi c'est du laxisme. Pour moi ça a été trop léger. Donc, on veut une vraie condamnation. C'est pas ça la justice. Les gens qui font du mal, on les prend, on les amène au commissariat, on les interroge, on les punit, on fait aux gens ce qu'ils méritent. Parce qu'il y en a qui méritent la punition, pourquoi pas? Mais c'est pas de cette façon. Ça, c'est de la barbarie, c'est de l'humiliation, vraiment, c'est dégradant. On veut juste être entendu. On est des mères de famille. Aujourd'hui, ça m'est pas arrivé à moi, mais ça arrive à une voisine. Ça arrive à un enfant que je connais, que j'ai vu bébé. D'accord? Ça doit pas arriver. Qu'on arrête de dire que nos enfants sont des voleurs. Qu'on arrête de dire que nos enfants sont des dealers. Il n'y a pas que ça dans la cité. Il y a des enfants qui commettent des infractions, mais il y a une justice derrière qui doit se faire. Les policiers n'ont pas à faire leur propre justice. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a une impunité puisque ces gens, ces 4 policiers, fonctionnaires de police, sont aujourd'hui mis en examen. Donc il n'y a pas eu du tout d'impunité dans cette affaire-là. Malgré plusieurs heures de retard, l'avion se pose sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. À son bord, la délégation des Lions Indomptables avec ce trophée qui n'a plus foulé le sol camerounais depuis 15 ans. À leur descente, ils sont accueillis par des fans pourtant en service, policiers et autres personnels de l'aéroport. À l'heure où l'on découvre sur les t-shirts des joueurs leur prochain défi africain, ici, l'on est encore à cette victoire de dimanche soir face à l'Égypte. Occasion pour certains footballeurs de célébrer à leur manière avec leur public. Et quand vient le temps des salutations aux autorités sportives, politiques et administratives, l'ambiance est tout aussi détendue autour du précieux sésame. Mais dans ces murs, l'on est bien loin d'imaginer l'euphorie à l'extérieur. C'est un accueil en fanfare réservé aux Lions Indomptables qui rentrent au pays. Ils sont venus, ces Camerounais, par centaines pour recevoir leurs héros du ballon rond. Certains ont même sorti leurs vieilles marmites pour faire le maximum de bruit, car aujourd'hui, l'on célèbre une victoire pourtant inespérée, il y a quelques semaines encore. Des plus jeunes aux plus âgés, ils n'ont qu'un but, apercevoir les Lions Indomptables. Et à quelques minutes de la délivrance,
Difficile de contenir sa joie. Nous sommes pas contents, nous sommes exagérément. Merci Aboubakar Vincent, merci grand frère, merci Longo Bitolo, on vous aime, merci pour ce que vous avez fait à la nation, Bassogor c'est le meilleur. 15 ans dans le noir, c'est fini la malédiction, 15 ans dans le noir, c'est fini. Certains d'entre eux sont ici debout à attendre depuis plusieurs heures, d'autres y ont même passé la nuit. Dans ces rangs, pas besoin de parler la même langue pour se comprendre. Arrivé à 16h30, la délégation doit encore prendre la route pour se rendre à l'hôtel, mais difficile de circuler face à des supporters intenables. Pour un trajet de moins de 30 minutes, le cortège fera près de 4 heures, au point où, même la nuit tombée, la foule se fait de plus en plus nombreuse dans les rues de la capitale. Ça c'est la joie que j'ai eue dans ma vie. Aboubakar est le meilleur joueur du monde entier. Il serait quelqu'un de toujours devant. Je suis derrière lui jusqu'à la gare. Cette semaine, la liesse populaire devrait se poursuivre déjà ce mercredi au palais présidentiel, où les lions indomptables seront reçus par le chef de l'État et son épouse. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.